Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Bonjour et merci à chacune et chacun d'entre vous d'être au rendez-vous de la TVA, l'ère du digital en France. Et je voulais commencer par cette petite vidéo qui a été réalisée par l'AIFE, à qui je félicite parce que je crois que la communication en 2024 va être importante et c'est un petit peu l'objectif de cette conférence. Alors, la Coupe du monde de football, vous connaissez, 2022, c'est un événement incontournable pour les amateurs de football à travers le monde qui forcément attire l'attention de millions de personnes, de millions de téléspectateurs et sera l'occasion pour toutes les entreprises de mettre en avant leurs marques, leurs produits. Et c'est sûr que pour pouvoir profiter pleinement de cet événement, les entreprises vont devoir s'assurer qu'elles sont en conformité avec les règles en matière de facturation électronique. En effet, de nombreux pays ont adopté des réglementations diverses et variées, bien sûr, mais extrêmement strictes en matière de facturation électronique. Il est important de les respecter pour éviter en particulier des sanctions financières. Alors, en somme, si vous êtes une entreprise qui souhaite profiter de la Coupe du monde de football 2022 pour mettre en avant votre marque, il est important de vous assurer que vous êtes en conformité avec la réglementation en matière fiscale et de facturation électronique. Cela vous permettra d'éviter ces sanctions et de profiter pleinement de cet événement sportif majeur. Bonjour à tous, vous allez me dire quel est le lien entre la Coupe du monde et la facturation électronique. Je vous rassure, aucun. Et cette introduction a été entièrement réalisée par de l'intelligence artificielle. J'ai mis quelques mots dans cette intelligence artificielle et il m'a sorti ce discours. Autrement dit, ce qui est important de comprendre, c'est que la technologie ne va pas répondre à l'ensemble de vos questions. Et donc, la technologie, pour bien l'appréhender et pour bien effectivement l'utiliser, il faut premièrement s'en méfier et non pas forcément se précipiter sur un choix technologique sans bien entendu avoir appréhendé son métier, ses besoins et évidemment ses objectifs. Et ça, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de réponse magique à tous. Comme vous l'avez compris, nous allons parler de facturation électronique et de la TVA à l'ère du digital en France. Bienvenue encore une fois à tous. Et pour mener à bien notre mission aujourd'hui, je suis accompagné une fois de plus par Cyril Sotero, président du Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques. Bonjour Cyril. Bonjour, et je t'avoue que j'étais pas dans la confidence et je me suis demandé si t'avais pas perdu la boule en fait. Ah, tu vois, c'est vrai, je fais exprès de pas le mettre dans la confidence parce que pour savoir, voilà, c'est tout simplement ça. L'intelligence artificielle, comment elle peut répondre en fait à une introduction, c'est un peu bizarre quand même, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Merci, je suis très heureux de te retrouver cet après-midi et de vous retrouver cet après-midi effectivement pour présenter ça. On y reviendra en fin de session, mais le forum donc, va organiser sa journée de la facture électronique le 14 mars 2023. On y reviendra juste un tout petit peu après. Alors pour commencer, juste rapidement, je co-anime le collège des tiers institutionnels du club utilisateur Chorus Pro. Je partage effectivement et donc énormément de groupes de travail aussi sur cette facturation électronique. Et c'est vrai que ma position privilégiée d'observateur et de conseil aux entreprises me permet de vous apporter quelques détails au niveau de cette réforme 2024 qui va tous nous toucher. Et bien sûr, je suis devenu membre du relais, de la communauté des relais qui a été créée par la Direction générale des finances publiques et l'AIFE et qui sera un petit peu le remplaçant de ce club utilisateur Chorus Pro. Et bien sûr, pour continuer, Cyril, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, même si je crois qu'il y en a très très peu parmi nous. Bonjour à tous. Donc effectivement, là, je préside une société de conseil, enfin, je dirige une société de conseil sur le sujet de la facture électronique d'une façon générale et j'accompagne, ou du commerce électronique, j'accompagne à la fois les entreprises, les offreurs et l'écosystème, on va dire, dans la réforme. Mais un de mes rôles, et c'est dans ce cadre que j'interviens aujourd'hui, c'est en tant que président du Forum national de la facture électronique. Peut-être que tu peux passer rapidement sur le suivant. Voilà, c'est parfait, et donc qui a été créé en 2012 et en association depuis 2016 et qui a maintenant pas mal d'adhérents puisqu'on a plus de 150 adhérents globalement on intervient dans la normalisation, dans les évolutions réglementaires, donc évidemment accompagnant la réforme, et puis dans les sujets d'interopérabilité dont on parlera un peu et aussi de bonnes pratiques ou de communication comme ce qu'on fait en ce moment. D'ailleurs, je crois que le Forum national de la facture électronique a participé ce matin à un événement aussi, et donc ils sont partout. Alors, au j'étais programme du au jour, hackathon d'hier, c'est ça. Hier, c'était c'est hier, le ça. hackathon. Oui, oui.
aussi, donc c'est un peu partout. Alors, cette conférence, nous allons revenir pour commencer sur le décret du 7 octobre, mais très rapidement. Je crois que cette conférence est surtout dédiée à des personnes qui connaissent déjà un tout petit peu la réforme. Si toutefois vous n'avez pas suffisamment et vous êtes bloqué sur certains acronymes, vous n'hésitez pas à regarder d'autres conférences que l'on vous présentera en lien en fait à la fin, et vous pourrez avoir un petit peu plus, et surtout vous aurez la capacité de télécharger donc le glossaire de cette facturation électronique pour comprendre, et ça fait partie de ce décryptage. Donc on va commencer par un retour sur la loi de finances très rapide, et puis ensuite on va vous proposer un décryptage en 5 actes pour après vous proposer, vous donner des orientations, des conseils. Encore une fois, comme vous l'avez vu avec l'introduction, il n'y a pas de potion magique, hein, on n'est pas dans Astérix, donc il va falloir se préparer, on va voir de quelle manière. Vous pouvez poser, et j'en profite pour dire bonjour à notre modératrice du jour, Margot. Bonjour à toi, Margot. Vous pourrez poser vos questions dans le chat. Elle se chargera de sélectionner les questions pour ensuite qu'on puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à être pertinent au niveau de vos différentes questions. Je crois que certaines personnes se sont déjà proposées, ont déjà préparé cette session avec quelques questions. Alors, avant de rentrer plus précisément, de manière beaucoup plus détaillée, je dirais, sur les modalités de mise en œuvre pratique, on vous propose avec Cyril de revenir sur les grands principes qui gouvernent un petit peu la réforme, comme tout le temps. Maintenant, vous commencez un petit peu à les connaître. Tout d'abord, c'est vrai qu'il faut partir du constat. Et le constat de la fraude, alors on a regardé un petit peu les différents chiffres avec Cyril, on n'est pas tout à fait d'accord. On trouve des chiffres entre 13 et 20 milliards d'euros en fonction de la source au niveau de la fraude à la TVA, mais de toute façon, que ce soit 13 ou 20, on se rend compte que c'est un manque à gagner qui est assez important pour les administrations, pour l'État tout simplement. Ensuite, un deuxième enjeu, et cet enjeu concerne le volume des factures à traiter. Nous étions à peu près à 200, je crois qu'on a atteint pas encore les 300 millions de factures depuis le début de Chorus Pro, et on va atteindre qu'un KA 70 millions peut-être cette année, 80 millions peut-être cette année de factures, et on avait 68 millions de factures en 2021 sur Chorus Pro, alors qu'on s'attend à 1,5 milliard à 2 milliards de factures sur la partie B2B, donc on voit le changement d'échelle. Accélérer le changement, c'est pourquoi on parle d'accélération de changement, parce que tout simplement, ça va dépendre de la maturité de l'entreprise, la maturité numérique. On entend par là, effectivement, 2 entreprises françaises qui ont adopté déjà de la facturation électronique. Alors peut-être que ce qu'ils ont adopté comme facturation électronique n'est pas forcément la définition de la facture électronique, on va le voir. Et puis, bien sûr, l'accélération de cette transformation électronique, il faut quand même en obtenir des gains, et on voit que le coût de traitement moyen d'une facture papier est quand même extrêmement important. On est à plus de 20 euros, un tiers, 2 tiers, hein, je crois, Cyril, je crois que c'est un petit peu la règle qui se fait sur le coût moyen d'un traitement d'une facture papier, avec des jours de traitement manuel, chronophage, et puis bien entendu le DSO, très important, avec les retards de paiement qui sont annoncés à plus de 30%, ça fait un tiers quand même. Donc grosso modo, 4,5 milliards de gains potentiels pour les PME, c'est ce qui a été identifié. De ce contexte, de ce constat, les objectifs, ça va être renforcer la compétition, effectivement, la compétitivité des entreprises. Bon, on va y revenir. C'est-à-dire que ces 4 éléments, ça a été fixé dans le rapport de l'ère digitale remis au Parlement dernier, au mois de septembre, je crois que c'était, qui définissait les contours un petit peu de la réforme, une approche extrêmement pragmatique à travers ces 4 objectifs. Donc, lutter contre la fraude fiscale, on en a parlé, 13 milliards à 20 milliards, c'est quand même extrêmement bien. Et puis, lutter contre la fraude fiscale, ça veut dire également simplifier les obligations déclaratives en matière de TVA. Donc, en gros, c'est comme au niveau des impôts. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site des impôts, bah, vous voyez déjà les montants, en fait, hein, qui sont pré-remplis. C'est un petit peu le même objectif, mais qui ne sera qu'à terme. Hein. C'est à la fin du cycle, bien sûr. Ça sera en cible avec un pré-remplissage automatique pour toutes les entreprises, puisqu'on doit attendre que toutes les entreprises soient rentrées dans le cadre de cette réforme. Et puis, améliorer par contre, je trouve que c'est un point extrêmement important, d'améliorer effectivement je dirais la connaissance au fil de l'eau de l'activité des entreprises, afin de favoriser en particulier le pilotage des actions du gouvernement en matière de politique économique. On l'a vu pendant la Covid, c'était extrêmement important d'être en capacité de proposer, on va dire, des éléments, des aides, hein, tout simplement, que chaque entreprise a pu bénéficier.
Le calendrier, vous commencez à le connaître un tout petit peu. Il existe donc deux calendriers et je voudrais me focaliser un tout petit peu sur cette phase qui a été définie par la DGFiP et l'AIFE qui considère en fait une phase pilote qui va commencer au 1er janvier 2024. Mais avant cette phase pilote, en fin 2023, il va y avoir la possibilité de travailler avec le portail. Puisqu'on pourra commencer à déposer et faire des tests avec le portail de qualification. Néanmoins, cette phase pilote ne va regrouper que 300 à peu près entreprises. Pour l'instant, l'AIFE n'a pas encore défini un cahier des charges, c'est-à-dire les attentes vis-à-vis des entreprises. Donc, on ne sait pas comment va se faire la sélection de ces entreprises. Bien sûr, il y aura de toute activité, des grandes entreprises, des ETI, des PME, des TPE. Donc, il ne faut pas hésiter à travers vos partenaires, y compris Simtrax, à vous proposer dans cette phase pilote. En termes de calendrier, nous avons deux volets au niveau du calendrier, la réception et l'émission. Et on voit qu'au 1er juillet 2024, les grandes entreprises sont concernées par ces deux aspects de la réforme, en termes d'émission de facturation et de réception de factures. Ensuite, nous avons le 1er janvier 2025 pour l'émission pour les ETI. Et puis, au niveau des PME, TPE, tout le reste un petit peu, c'est 1er janvier 2026. On se rend compte que vis-à-vis de l'ensemble des entreprises, la réception est au 1er juillet 2024. C'est clairement inscrit. Donc, à cette même date, toutes les entreprises seront tenues de recevoir les factures dans un format électronique. Nous entrons dans le cadre des factures électroniques. On va voir qu'il y a différents flux, dont le e-reporting, c'est-à-dire les transmissions des données de transactions. Et là, ça rentre dans le cadre de l'émission. Donc, si vous êtes à l'émission au 1er juillet, vous devez faire le e-reporting au 1er juillet, etc., au 1er janvier et au 1er janvier 2026. Donc, le calendrier, bien sûr, c'est simplement pour le fournisseur au niveau du e-reporting. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on se cale sur ce calendrier de l'émission pour la partie e-reporting. Alors, la catégorisation des entreprises, justement, on en parlait un petit peu en disant que c'était grande entreprise, ETI, PME. Donc, vous pourrez relire puisque vous pourrez récupérer cette présentation à la fin de la session. Mais je crois, Cyril, on pourrait faire un petit focus sur trois aspects en fait de cette catégorisation que sont la notion de groupe, l'unité légale et éventuellement la base du dernier exercice. Oui, c'est pour savoir dans quelle catégorie on se situe. D'abord, ça se calcule, on va dire, au niveau de chaque entreprise et pas au niveau du groupe, contrairement à ce qui avait été fait d'ailleurs dans l'entrée pour le B2J, qui était au niveau du groupe. Donc là, c'est chaque entreprise doit, sur la base des derniers comptes publiés au 30 juin 2023, donc en gros, c'est les comptes 2022 pour une grosse majorité des gens. Eh bien, en fonction de votre catégorie, c'est-à-dire nombre de personnes et niveau de chiffre d'affaires et de total de bilan, eh bien, vous serez on déterminera à cette date quelle sera votre entrée pour les 3 ans à venir. Donc, à la fois 2024, 25 et 26. Donc ça, c'est simplement pour vous déterminer à la date à laquelle vous serez obligé d'entrer en e-reporting et en invoicing. Je rappelle que pour le invoicing, donc l'émission des factures, enfin aussi pour le e-reporting d'ailleurs, vous avez le droit d'anticiper et de commencer avant que ce soit votre date obligatoire. Donc les dates, c'est des dates au plus tard, en fait, en pratique. Et comme je vois qu'il y avait une question, tant que j'y suis, quand on est dans le sujet sur les pilotes, certes, il va y avoir des pilotes au premier semestre 2024, mais il y aura aussi un environnement de qualification qui permettra aux entreprises à côté de pouvoir déjà tester des choses en environnement de qualification. Le pilote, c'est pour voir des flux en base réelle. Donc, effectivement, le nombre d'entreprises sera plus limité. Il y aura des grandes entreprises probablement, des DPDP et des OD pour tester l'ensemble de la chaîne, mais c'est parce qu'on n'y est pas qu'on va être perdu. Exactement. Et c'est vrai qu'il faut venir avec son écosystème, c'est-à-dire son opérateur de dématérialisation, éventuellement ça ou ses PDP, ses plateformes de dématérialisation, on va y revenir au niveau des acronymes, et puis bien entendu ses clients et ses fournisseurs, donc vraiment son petit écosystème. Et encore une fois, c'est pour vérifier les différents cas de figure, en particulier Cyril. Donc c'est vrai que la phase pilote est plutôt pour vérifier les différents cas de figure, à savoir s'il n'en manque pas, et puis vous serez à partir de fin 2023 en capacité de pouvoir déjà tester au niveau du portail. Ça a son importance. Alors, et j'en profite puisque je vois la réponse en même temps. Il y a bien dans le calendrier, parce qu'on est dans ces sujets-là, une séparation, une indépendance entre sa capacité d'anticipation sur l'émission de facture et sa capacité d'anticipation sur le e-reporting. Donc, vous pouvez décider de basculer en invoicing et d'envoyer vos factures en électronique parce que vous savez le faire
à tous vos clients assujettis et attendre votre date pour faire le e-reporting qui pourtant pourrait être plus impactant pour vous en termes de système. Donc attendre janvier 2025 ou janvier 2026 suivant votre cas si vous n'êtes pas une grande entreprise. La liaison est tout à fait faite, la virgule aussi, comme on appelle en radio, et donc ça va me permettre de parler des 3 principaux flux à traiter. Donc, dans le projet de loi de finances, effectivement, pour l'article 153 de la loi de finances de 2020. Donc, la facture électronique se compose de 2 dispositifs distincts et d'un complémentaire, je dirais. J'aurais plutôt tendance à les positionner de cette manière. Un premier dispositif que l'on appelle le invoicing ou facturation électronique, comme on peut l'entendre au sein d'autres pays. Donc, dans ce dispositif, comme on a pu le voir dans le calendrier, il existe 2 volets. On va distinguer l'émission et la réception. Donc, l'émission, c'est l'obligation d'émettre de transmission à l'administration fiscale française. Oui, c'est ça. Et il est important de noter que le champ d'application de ce premier dispositif ne concerne que les opérations de vente réalisées entre 2 assujettis à la TVA française. Donc, le invoicing, 2 assujettis, on va y revenir un petit peu plus tard. Le e-reporting va être un petit peu plus élargi, bien sûr, c'est un champ d'application plus large au niveau du e-reporting, puisqu'on a l'ensemble des transactions et des opérations entre un assujetti à TVA en France et un non assujetti aussi à la TVA. Et dedans, on va voir les différents aspects, puis les données de paiement qui sont plus spécifiques en fait au niveau de au niveau des services proposés. Alors, on rentrera dans le détail, je ferai appel à Cyril là, quand on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Alors, comme toute obligation, pour qu'elle soit efficace, elle est accompagnée de sanctions. Voici les sanctions que vous pouvez effectivement, vous allez pouvoir avoir à l'avenir. Entre parenthèses sont indiquées les fonctions pour les plateformes de dématérialisation que vous aurez avec lesquelles vous aurez l'occasion de travailler. Donc, on voit qu'il y a un ratio de 3 entre ce que paye l'entreprise en cas, effectivement, dans le cadre de la réforme, l'amende pour l'assujetti qui ne respecte pas son obligation et dans le cadre du reporting. Alors, malgré tout, tu veux rajouter quelque chose, Cyril? Oui, je veux juste rajouter qu'effectivement, c'est bien ce qui est écrit dans les textes. Après, il y aura quand même une certaine bienveillance. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, sur le B2J, disons que les premières réelles sanctions apparaissent plutôt maintenant. Donc, on est quand même 2 ans après la fin de la période de transformation qu'en 2017. Mais malgré tout, ça veut bien dire qu'il y a un moment donné où si on n'est pas capable de transmettre ces factures électroniques et avec les données qui vont bien à l'administration fiscale, effectivement, le contrôleur qui viendra vous voir parce qu'il vous aura identifié, plus facilement d'ailleurs, pourra vous demander 15 € par facture. Donc, si on en a beaucoup, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Et les 15 000, c'est le maximum, en fait, sur une année que vous pouvez avoir. Voilà. C'est le plafond. Tout à fait. Exactement. Je rappelle que quand vous allez télécharger la présentation, à chaque fois, vous avez les lois et vous avez les liens vers les lois. Donc, vous n'hésitez pas, mais bon, c'est un peu indubitable, c'est un peu imbuvable donc à lire. Si vous êtes spécialiste, bien entendu, mais néanmoins, vous avez les liens pour avoir les sources. Alors, le principe de la facture électronique, donc je crois que c'est important. Que signifie donc la facture électronique? Donc, la facture électronique, ça doit répondre à trois éléments, 3 termes importants, que sont l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité. Donc, pour l'authenticité, il en va de même pour leur archivage, bien sûr, mais ces 3 critères sont essentiels et sont maintenus dans le cadre de la réforme. Tu confirmes un petit peu? Oui, la réglementation ne change pas en termes de conformité fiscale. Donc, l'authenticité, c'est l'authenticité de l'origine, c'est-à-dire celui qui émet la facture existe bien et émet valablement une facture. L'intégrité, c'est l'intégrité du contenu et la lisibilité, c'est la lisibilité du contenu aussi. Un point important, c'est qu'on va passer d'une définition. Alors déjà, oui, effectivement, une facture papier qu'on scannerait et qu'on adresserait au format PDF n'est pas une facture électronique parce que effectivement, la définition d'une facture électronique aujourd'hui, c'est une facture émise et reçue sous forme électronique. En fait, j'ai créé, d'ailleurs en France, on a même ajouté créée, émise et reçue sous forme électronique. Donc, elle est électronique du début à sa fin et elle n'a pas de passage papier. L'évolution de la réglementation à terme va ajouter un élément. C'est une facture émise, transmise et reçue sous forme électronique, quelle qu'elle soit. Donc, ça, c'est la définition d'aujourd'hui. Donc, par exemple, une facture PDF simple, ça rentre dedans, mais va être ajoutée pour les flux entre assujettis, avec des mentions obligatoires, enfin avec des données requises dont on a une liste qui correspond aux mentions obligatoires, sous forme structurée. Donc, ça veut dire qu'effectivement, une facture électronique entre assujettis devra contenir à minima les mentions obligatoires sous forme d'un fichier
de données exploitables directement par des systèmes informatiques, donc de données structurées. Et ça n'empêchera pas d'ailleurs toutes les celles qui sont internationales pour l'instant à continuer à pouvoir être électroniques sans être structurées. On va le voir, on va faire un petit focus un petit peu plus spécifique sur cette partie de flux de e-reporting. Et justement, je vous propose d'avancer sur la partie décryptage de cette réforme avec un focus sur des points de vigilance en 5 actes. Et on va voir un petit peu l'idée. L'objectif, véritablement, c'était de se positionner, de se mettre à la place, de prendre le point de vue de l'entreprise, et non pas des prestataires, des différents prestataires que nous sommes, que nous avons fait. On s'est souvent mis à notre place pour voir et vous proposer la réforme. La DGFiP aussi propose la réforme de son point de vue, l'AIFE aussi. Là, on s'était dit, comment si on essaye de se positionner au niveau de l'entreprise, quels sont les 5 points les plus importants, en tout cas que l'on doit où on doit avoir les idées claires. Donc, le premier va concerner les flux, ensuite les plateformes intermédiaires dans lesquelles on va voir justement les PDP, les OD, etc., et le PPF, les données et le format, l'interopérabilité, mais on y reviendra très rapidement parce que l'interopérabilité demande, comme l'a dit Cyril en introduction, c'est un sujet un petit peu épineux. Néanmoins, vous avez dans le document, quand vous allez pouvoir le télécharger, une page qui sera dédiée. Et sur la partie archivage, qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et demain sur cette partie archivage. Commençons donc par les flux. Donc là, on va rentrer un tout petit peu plus en détail de cette réforme. La facture électronique, comme on l'a dit, se compose de 2 dispositifs complètement distincts, que sont au niveau de l'invoicing. Et donc, le invoicing concerne toutes les factures assujetties, les opérations de vente et d'achat entre 2 assujettis à TVA en France. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle plus communément le B2B domestique avec le B2G qui est donc déjà d'actualité, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, Chorus Pro permet de déposer et d'échanger, on va dire, avec toutes les administrations publiques aujourd'hui. Même si elles ne sont pas assujetties. Donc, effectivement, c'est entre assujettis oui, c'est la plus différence. vers le secteur public. Exactement, effectivement, c'est une précision importante. Même si c'est pas assujetti, on est obligé avec le B2G, ce qui n'est pas le cas du B2B domestique. Alors, et le e-reporting, alors je dirais, lui, il va concerner peut-être les oubliés du invoicing, c'est-à-dire les opérations réalisées avec des non assujettis à la TVA. Et par non assujettis, on entend quoi? Il y a plusieurs possibilités. D'abord, peut-être une entreprise qui est assujettie à TVA ailleurs. Ça peut être pas forcément en France. Et c'est ce qu'on va mettre dans la case du B2B international. Et deuxièmement, ce sont les non assujettis. Et là, on va plutôt les mettre dans la case du B2C. C'est ça, et on va retrouver dedans les associations non assujetties à la TVA, comme il en existe assez généralement. Et c'est tout. Le B2B international, d'ailleurs, qu'il soit assujetti ou pas. C'est juste tout ce qui est flux d'un assujetti vers l'international ou provenant de l'international pour ce qui est des imports hors import de biens. Voilà. Ce qui est important, c'est vrai que l'administration française a décidé à lancer un projet déclaré une fois. Ça signifie qu'au niveau des importations, tout va être déclaré au niveau des douanes et donc vous n'aurez pas à refaire une deuxième fois avec la DGFiP au niveau de vos factures. C'est pour ça qu'il y a une différenciation au niveau de l'importation par rapport à ça ne rentre pas dans le cadre de cette réforme. Bon, il reste une petite exception, c'est qu'on devra encore faire des déclarations d'échange de biens et de services le temps qu'on ait un schéma européen qui permette de ne plus le faire. Exactement. Et oui, ça, c'est la prochaine étape. Mais ça fera l'occasion d'une prochaine conférence. Les données de paiement vont concerner plutôt quelque chose de plus spécifique qui est associé aux prestations de services réalisées. Est-ce que tu veux en dire un mot, Cyril ? C'est uniquement l'obligation de pouvoir fournir des informations sur la TVA quand la TVA est due au paiement, à l'encaissement. Et donc à ce moment-là, il faut bien renseigner, informer la TVA, l'administration fiscale, que la facture ou la vente a été encaissée à cette date. D'ailleurs, ça va concerner tous les flux, à la fois les flux de invoicing, pour dire quand la TVA est finalement collectable ou déductible, mais aussi les flux de e-reporting, donc les ventes aux particuliers ou des ventes à l'international ou des acquisitions internationales. Enfin, pas les acquisitions en l'occurrence, parce qu'effectivement, la TVA aussi, là, se déduit à l'encaissement et pas à la production des factures ou des ventes.
Alors, on vous a dit qu'on allait vous essayer de vous mettre à la place des entreprises. Donc, en tant qu'entreprise, moi, je vends des biens et des services. Et à partir de là, qu'est-ce qui est concerné? On verra après si c'est de l'invoicing et reporting. On va plutôt parler de facturation électronique. Donc, je suis fournisseur assujetti à la TVA en France. J'ai un client qui est lui-même assujetti à la TVA en France. Et donc, on l'a vu, le secteur public, c'est un petit peu plus élargi parce qu'on n'est pas forcément assujetti. Donc, à ce moment-là, il y a l'émission d'une facture. Qui dit émission d'une facture dit aussi la réception de facture. Donc, on a un échange bidirectionnel, full duplex qui est réalisé. Et à partir de là, ça veut dire qu'on se doit d'émettre une facture. Il doit y avoir l'émission d'une facture entre le fournisseur et le client. On va le voir à travers le schéma en Y tout à l'heure. Autrement dit, oui, Cyril, tu voulais apporter une précision? Simplement, effectivement, on a des factures, à la fois on émet des factures avec des données, donc progressivement suivant sa date ou son anticipation, et on est dans l'obligation de recevoir de tout ce type de clients, donc des assujettis ou le secteur public, comme aujourd'hui d'ailleurs, des factures reçues qui seront elles aussi avec des données. C'est cela. Donc, si on refait un petit en détail des choses, l'invoicing va concerner toutes les ventes réalisées entre deux assujettis à la TVA en France, avec la transmission d'un socle de mentions sous format structuré, comme on l'a dit au niveau de la définition de la facture électronique, et comme vient de le répéter effectivement Cyril. La catégorie de transaction, eh ben, il y a les factures rectificatives, et puis avoir et l'autofacturation qui rentrent dans le cadre de ce dispositif. Et tous les cas d'usage qui vont avec. Donc effectivement, ça concerne toutes les factures, y compris les factures d'acompte aussi, là, qu'on aurait pu rajouter, qui sont des factures un peu spécifiques, qui sont concernées par la réforme. Et sont obligatoires pour les entreprises, je le rappelle. Exactement. Obligatoire. Donc le deuxième aspect, maintenant, je travaille effectivement, je suis une entreprise assujettie à la TVA en France et je travaille avec des entreprises dans le cadre de vos transactions achat-vente cette fois, entre un assujetti, un non assujetti à la TVA en France, donc ce soit donc au niveau du B2C non assujetti tout court ou non assujetti à la TVA en France avec le B2B international. Donc là, on va plutôt parler effectivement de vente et d'achat et on va donc être dans l'obligation de transmettre dans ces opérations les données des transactions réalisées dans le cadre de cette vente et de cet achat. On l'a indiqué tout à l'heure, hors import de biens, bien entendu. Donc effectivement, ça veut dire qu'on va avoir la transmission des factures se fait librement, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des factures papier, PDF, structurées, et d'ailleurs avec des PDP ou sans les PDP, hein, comme on veut. Par contre, on ne pourrait pas les envoyer au travers du portail public de facturation qui n'offre pas la transmission des factures vers l'international, par exemple, ou la réception depuis l'international pour le secteur privé. Et donc, la seule obligation qu'on a, c'est de déclarer les informations requises, donc en gros les mentions obligatoires, en parallèle de l'émission de ces factures. Et pareil pour les acquisitions, si je reçois des factures, eh bien, je vais devoir extraire les mentions obligatoires de ces factures et les reporter à l'administration, quelle que soit la façon dont j'ai reçu mes factures. Papier, PDF, électronique avec des données, etc. Voilà. Alors, entendez-vous, je vois une petite question, on va y passer dans le truc. L'autofacturation, c'est la capacité, c'est un mécanisme où c'est l'acheteur qui se facture lui-même quelque part, donc qui décide de quoi il va être payé, et il a mandat de son fournisseur de pouvoir produire la facture du fournisseur qu'il s'envoie à lui-même. Donc en pratique, il produit la facture, il l'envoie au fournisseur pour que le fournisseur l'ait et puisse la comptabiliser, mais c'est en fait le client qui crée la facture sous mandat de son fournisseur. Ce qui est une pratique assez courante dans certains pays et aussi en France quand on veut décider directement en tant qu'acheteur combien on va payer. Voilà. Après, il y a aussi ce qui rentre dans l'autofacturage qui rentre aussi, mais ça, c'est un autre aspect. Donc, les reporting, transmission de la facture non obligatoire, ça, on l'a vu, donc on n'est pas obligé, mais simplement, la facture peut transiter de manière directe, comme aujourd'hui, entre son fournisseur et son acheteur. Transmission des mêmes données que pour une facture électronique. C'est le cas, Cyril? Oui, c'est le cas à une ou deux virgules près, parce qu'il n'y a pas un numéro de sirène du destinataire, mais un numéro de TVA intracommunautaire ou un identifiant privé. Mais à part ces 2-3 virgules, ce sont les mêmes informations. Sont exclus donc les importations de biens et par contre, je crois que rentre aussi également dans le cadre de cette réforme de non assujettis non établis en France, mais pour des opérations situées en France. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, je crois. Alors, dans le détail des textes, il y a un certain nombre de trucs. Il y a des choses qui sont exclues aussi de l'article 261E et plus
le Code Oui. général des impôts sur certaines activités médicales, formation. La défense. La défense en particulier, voilà. Et donc, il y a quelques prestations qui sont exclues de l'obligation. Voilà. Donc, ces opérations ne vont pas forcément donner lieu à la transmission d'une facture et on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail de cette partie reporting pour comprendre un petit peu, on va dire, comment ça se passe en fait avec vos clients. Donc, premier cas de figure, j'émets une facture vis-à-vis de mon client. Donc là, ici, on prendra le cas d'une facture X puisque l'essentiel sera quand même de transmettre une facture au format électronique et la facture X, incluant le lisible, on va y revenir au niveau des formats et des données, sera forcément le format le plus cohérent et le plus en adéquation avec les attentes de cette facture électronique. Deuxièmement, une facture non envoyée ou non conforme, c'est-à-dire à ce moment-là, il va y avoir des données de transmission. Est-ce qu'on peut peut-être un peu expliquer ce schéma, donc Cyril? Oui, alors ça veut bien dire que quand on envoie une facture électronique avec des données dedans, donc facture X ou structurée, on peut le faire au travers d'une PDP qui va les extraire et les transmettre, qui transmettre les données à l'administration tout en envoyant la facture au client. Donc la PDP, comme une OD d'ailleurs, a la capacité à transmettre des factures de ce type. Si on n'est pas capable de faire des factures ou qu'on a des factures qui ne sont pas des factures conformes ou alors qu'on adresse du B2C, on va en fait déclarer on va pouvoir déclarer une activité, enfin soit des flux de transactions quand il y a des ventes en B2B international, normalement il y a une facture quand même à chaque fois, soit des ventes agrégées, donc un total agrégé par jour quand on adresse le B2C. Donc ça veut dire que ce qui sera demandé en termes de B2C, c'est combien vous avez vendu par jour et à quel taux de TVA, avec une répartition par taux et par montant de TVA. Et ça, cette fois-ci, vous allez pouvoir transmettre à l'administration directement vos données et votre facture, vous la transmettez en parallèle puisque l'administration, enfin le portail public de facturation n'est pas là pour la transmettre à vos clients. Elle sera là pour transmettre les informations associées aux données à l'administration fiscale, parce qu'elle servira de concentrateur, on le verra dans le schéma en Y. D'accord. Ah bah justement, je ne sais pas où on est dans le schéma en Y, mais comme il y a une question dessus, on y viendra peut-être à ce moment-là. On y reviendra peut-être à ce moment-là. Le reporting, donc au niveau des fréquences et des délais, donc je crois que c'est important. Donc c'est sur les ventes B2C, en fait, on va avoir. Est-ce qu'on peut rentrer peut-être un peu plus précisément donc sur cette partie reporting? Oui, donc il faut déclarer. Donc ça veut dire on est un assujetti. On a des ventes B2C. À ce moment-là, on doit déclarer ces ventes B2C à l'administration jour par jour et dans un rythme qu'on va voir après, avec un cumul quotidien. Alors les ventes B2C internationales, c'est un peu plus particulier. On est dans le cadre du guichet unique, donc on va passer à côté parce que pour l'instant, on parle que des ventes B2C en France. Pour ce qui est de l'acquisition B2B internationale, effectivement, on doit produire normalement ce qu'on appelle des données de transaction, c'est-à-dire vente par vente. Les mentions obligatoires d'une vente normale doivent être produites régulièrement. Et pour les encaissements, c'est transverse à l'ensemble du dispositif. Je dois produire des statuts, soit des statuts d'encaissement, soit des déclarations d'encaissement pour des factures qui relèvent du invoicing, donc entre assujettis, qui sont de services pour lesquels je n'ai pas opté pour la TVA sur les débits. Même chose pour le B2B international et même chose pour le B2C. Si je vends des choses en B2C, des services qui sont payés plus tard, je vais à la fois déclarer que j'ai vendu des services et je vais déclarer quand est-ce que je les ai encaissés. Encaissés. Donc, après le quoi, il y a le comment. Le comment on va le faire, on vient d'expliquer un petit peu. Je vais effectivement le dire. Donc, c'est soit les données de facture, soit un cumul quotidien avec qui correspond en gros aux aides de caisse. C'est l'équivalent des aides de caisse. Et ce qui est important, c'est le rythme. Donc, on voit qu'il y a une grosse accélération par rapport aux déclarations, outre le fait qu'on déclare le détail au lieu du stock jusqu'à maintenant. Donc, si on est au régime normal, il faut le faire tous les 10 jours pour tout ce qui est déclaration relevant aux ventes de transactions et de déclaration aussi de vente au B2C. Le seul qui donne un peu plus de temps, c'est les reportings sur encaissement où il faut le faire tous les mois sous 10 jours. Donc, c'est tous les 10 jours sous 10 jours. Donc, en gros, toutes les ventes entre le 1er et le 10 doivent être déclarées avant le 20 ou avant le 19. Et toutes les ventes entre le 11 et le 20 doivent être déclarées avant la fin du mois, le 30. Avant la fin du mois, le 30. Et ainsi de suite. Et si on est au régime normal trimestriel, on passe au mois sous 10 jours pour l'ensemble de ces déclarations. En régime simplifié, donc on déclare actuellement à l'année, et bien cette fois-ci, on demandera à déclarer tous les mois entre le 25 et 30 du mois suivant. Et la franchise en base, elle le fera tous les 2 mois, avec une déclaration entre le 25 et le 30 du mois suivant. Donc on a une forte accélération.
Voilà, à la fin de chaque focus, vous allez avoir un outil de comparaison entre guillemets pour tout comprendre un petit peu sur ce qui se passe. Donc, on a vu que les ventes transfrontalières ne sont pas possibles dans l'invoicing, mais par contre concernent le e-reporting. Et vous allez ici effectivement les fréquences. C'est pour faire un petit résumé au niveau de chacune des entités. On va donc passer maintenant au schéma en Y, le principe du schéma en Y qui a été mis en place. Donc, le principe, alors j'aime pas à chaque fois on le dit, mais c'est vrai que c'est le principe qui a été appliqué au Mexique et pas forcément dans d'autres pays européens. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle de plateformes intermédiaires. Et au sein de ces plateformes intermédiaires, nous allons avoir le portail de service Chorus Pro qui va nous permettre effectivement, qui va servir de concentrateur de flux, et puis des plateformes partenaires. Et on va y revenir un petit peu en détail dans leur rôle et leurs obligations au niveau des flux. Donc là, l'idée, c'est qu'un fournisseur sera en capacité d'envoyer à travers sa PDP un flux, et puis après, l'acheteur l'a réceptionné à partir de sa PDP. À partir de là, chaque PDP va extraire les informations qui seront ensuite, grâce au portail de service Chorus Pro, directement envoyées à l'administration fiscale, puisqu'il n'y a que le portail de service Chorus Pro qui sera en capacité d'envoyer ces informations à l'administration fiscale. Et puis, on voit qu'apparaît également sur ce schéma des opérateurs de dématérialisation qui ne seront pas immatriculés, mais qui seront en capacité techniquement d'adresser les factures au niveau du portail de service Chorus Pro, voire éventuellement de s'interfacer avec des PDP qui, elles, seront plus spécifiques sur des services bien précis que vous attendez d'une PDP. Alors attention, quand on adresse à Chorus Pro, on adresse des factures parce que vous êtes habilité en tant qu'OD pour les émettre, hein, ceux qui seront OD. C'est pas l'OD peut le faire librement. Tout ce qu'elle fait l'OD, c'est qu'elle agit pour le compte de l'entreprise et donc elle aide l'entreprise à émettre les factures au travers du compte Chorus Pro. Et je peux d'ailleurs en revenir sur la question qui a été posée, qui est de dire il y a un certain flou entre est-ce qu'on est dans un schéma en Y ou pas quand on adresse le secteur public, le secteur privé, etc. Il n'y a pas de confusion en fait. Les différents schémas, c'est que j'ai une PDP pour émettre. Cette PDP, elle va, si jamais le destinataire de sa facture, de votre facture, est sur Chorus Pro, alors elle va les mettre au portail public de facturation parce que le destinataire est sur le portail public de facturation. Et donc dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas application du schéma en Y qui, je le rappelle, veut dire que le Y, c'est j'envoie la facture à quelqu'un et j'envoie les données à quelqu'un d'autre qui est le PPF. Donc là, en l'occurrence, j'envoie la facture au PPF puisque son destinataire est sur le PPF. C'est tout. Donc, il se trouve que pour le secteur public, toutes les entités publiques sont sur le PPF. Donc, effectivement, la PDP qui traite vos factures à l'émission enverra toutes vos factures vers le secteur public à Chorus Pro parce que Chorus Pro est la plateforme du secteur public. C'est tout. Donc, c'est pas une confusion, c'est parfaitement clair. La seule exception qui va rester, potentiellement, et encore, elle va probablement migrer aussi, ce sont les factures de travaux où là, il y a un aspect, disons, fonctionnel qui est un peu plus particulier et où il est possible qu'il faille les émettre dans un cadre un peu spécifique pour émettre ces factures. Mais dans ce cas-là, votre PDP, si vous l'avez, pourra très bien aussi être capable de les émettre. C'est plutôt son problème. Elle aura deux types d'API pour émettre ses factures. Mais vu l'utilisateur, ça devrait être la même chose. Donc le schéma, il est absolument clair. Il s'exécute tout le temps. Et je vous dis encore une fois, la partie Y ne s'exécute pas quand le destinataire est sur le portail public de facturation, puisque dans ce cas-là, il prend directement la facture, il en extrait les données pour les envoyer à l'administration fiscale lui-même. C'est exact. Donc à partir de là, par rapport au prochain portail qu'il va y avoir, on est dans la même, je dirais, situation qu'avec le portail aujourd'hui Chorus Pro, à savoir la possibilité de déposer avec un mode portail et donc avoir la saisie éventuellement de factures en ligne. Alors se posera la question peut-être pour les PDP si elles vont devoir aussi offrir ce genre de portail. La possibilité pour les entreprises de se connecter en EDI, en API. Ce matin d'ailleurs, pour ceux qui étaient, parce que je vois que dans les questions, il y a des personnes qui étaient à l'intervention à la Digital Summit Day, la Invoice Day, je crois, de ce matin, où on parlait du cas d'Orange, et Orange avait effectivement fait le choix de faire ses propres développements pour se connecter au portail, mais on va y revenir. Donc au niveau du portail, vous avez ces trois modes de communication, et puis au niveau des OD, vous allez donc aussi, l'OD va devoir être en capacité de s'interfacer en EDI ou en API avec le portail. Comme l'a très bien dit Cyril, c'est le fournisseur et l'acheteur qui restent responsables, qui sont responsables et qui ont, je dirais, la main sur la définition et les liens, puisque tous les comptes sur le portail seront créés par le fournisseur et non pas par l'OD, contrairement à la PDP qui, elle, va fournir un service complet. Donc, Voilà, si on passe par cette…
Ouais, Ouais, juste pour vas-y. compléter dans ce schéma-là, Bien sûr. effectivement, c'est le fournisseur qui habilite son OD, s'il en a une, pour intervenir en son nom auprès du portail public de facturation. Alors que dans le C'est ça. schéma avec les PDP, ce sont les PDP qui déclarent. C'est des plateformes de confiance pour l'administration. Donc elles On ont le va y droit de revenir, pousser hein, des sur là. factures et d'en réceptionner. Voilà. Donc, si par contre, on va travailler en direct, quel que soit le PPF développé en interne par l'entreprise ou vous passez par un opérateur de dématérialisation, il n'y a que 3 formats qui sont attendus par le portail, qui font partie du socle commun, FactureX, UBL 2.1 et puis le C2I, hein, Qui qui est le accessoirement Cross est Industry celui dans le Device. facture. Voilà. Et qui est le format qui est dans ce FactureX, en fait. Exactement. Donc, au niveau des plateformes intermédiaires maintenant, c'est le deuxième cas. Donc, viendront en soutien, je dirais, du portail de facturation, comme on l'a vu, afin de soulager. On a parlé de volumétrie, hein, 60 millions, 70 millions, 80 millions par an à 2 milliards. Donc, on voit vraiment le changement d'échelle. Donc, pour venir en soutien et soulager l'État, les prestataires offrant des services de dématérialisation seront habilités à transmettre directement les factures à l'acheteur ainsi que les données de facturation attendues par l'administration fiscale via le PPF. Uniquement les PDP et le portail qui sera habilité à le faire. Bien entendu, ces PDP aura des obligations réglementaires, on va y revenir, tout cela. Ça signifie qu'en termes de format, une PDP sera toujours dans le cadre de la facture électronique, donc on voit que dans cette liste, il n'y a pas le PDF qui apparaît, mais par contre, on peut avoir de l'EDI parce que c'était pour respecter justement les flux de facturation électronique existants et donc l'EDI fiscal qui pouvait exister déjà à ce jour. L'UBL, C2I et le FactureX, bien entendu, devront être pris en charge par les PDP. Alors sur le DI, on n'a pas qu'un seul format, hein. On peut en avoir plusieurs, évidemment, c'est bien la Oui, beauté du jeu. Edifact, et puis après avec Enfin, et tous puis les. même Edifact, il y en a plusieurs. Donc Oui, effectivement, oui, c'est bien tout ça. à fait. Ça peut être cela. Donc, si vous avez des formats spécifiques et si votre client a besoin, vous impose en fait de recevoir en fait une facture dans un format bien spécifique parce que en fait il y a CTDI, comme aujourd'hui, c'est déjà le cas, on va continuer à respecter. Donc, pour être une PDP, on va parler des rôles maintenant. Donc, les rôles, il y a l'émission, l'extraction, la réception et la transmission des données de transaction. Parce que peut-être, tu peux peut-être, quel est ton point de vue un petit peu sur la question et Je ne sais pas s'il y a une question, mais qu'est-ce qu'on peut effectivement, mettre? ce sont bien les rôles des PDP, c'est d'assurer la conformité à la réglementation. Donc, les seuls en capacité d'émettre et de recevoir les factures pour le compte des entreprises, avec le PPF bien sûr, et les seuls qui doivent extraire les données attendues par l'administration, les contrôler d'ailleurs en termes de forme, et les transmettre au portail public sous 24 heures, qui lui-même les transmet à la DGFiP. Elles ont aussi une obligation d'interopérabilité, puisque dans les textes, il est dit qu'elles doivent être en capacité d'émettre les factures qu'elles doivent émettre, donc être en capacité d'être interopérées avec les PDP des destinataires de leurs clients émetteurs. Donc ça, c'est une obligation assez large, et elles doivent aussi donc bien sûr assurer l'adressage des factures et mettre à jour l'annuaire avec leurs clients pour pouvoir recevoir les factures quand leurs clients sont chez elles. Et en Ouais. même temps, elles garantissent la conformité des factures aux règles fiscales. Alors, elles le garantissent surtout en ne cassant pas la piste de liste fiable, c'est-à-dire que si elles sont amenées à faire des conversions, ce qu'elles sont dans l'obligation de faire si jamais l'acheteur demande un format différent de ce qui est fourni par l'émetteur, dans le cadre des socles minimales, hein, des 3 formats C2I, UBL et FactureX, eh bien, une de ces obligations, c'est de produire cette conversion et de produire aussi une version lisible des factures. Voilà. Donc ça fait vraiment, c'est un acteur qui est là pour garantir le respect de la réglementation et de la conformité des factures. Avant de passer sur les obligations, Cyril, on pourrait peut-être apporter une précision au niveau de l'interopérabilité, puisque beaucoup d'entreprises me posent la question pour me dire oui, mais j'ai vu que dans les spécifications, il était marqué qu'elle se doit être, elle doit avoir en fait, elle doit être interopérable avec forcément le PPF et à minima donc une PDP. Ça, c'est parce qu'il faut Ça, mieux lire. Ça, c'est parce qu'il faut mieux lire le décret. Parce que quand voilà, c'est écrit, c'est pour le dossier. C'est-à-dire que pour c'est le pour le dossier dossier qu'on doit d'immatriculation. remettre en tant que PDP pour immatriculer, il y a écrit qu'effectivement, dans le dossier, faut démontrer sa capacité à être interopéré avec le PPF et avec au moins une PDP. Par contre, un peu plus loin, dans le 242 Nonise E, donc il y a un autre morceau du même article, eh bien, il a écrit ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire obligation des Exactement. PDP à pousser les factures à être interopérées avec les PDP des destinataires des clients émetteurs. Voilà. Donc, Voilà. Il peut y avoir confusion. une façon de le faire. Il peut y avoir confusion.
on essaie au sein des PDP et au sein du forum, enfin des futurs PDP, puisqu'aujourd'hui, vous savez que ça n'existe pas, les PDP, c'est des PDP en candidature Candidat. pour l'instant. Et bien de faire en sorte qu'il y ait un moyen simple pour qu'elles s'interopèrent de façon native. Mais bon, si ce n'était pas le cas, effectivement, il faudrait qu'elles trouvent des solutions où elles passent des solutions pour leurs clients, où elles passent par le portail public de facturation quand elles ne sont pas capables d'être interopérées, ce qui est un peu plus Voilà. touchy que Donc, ce si qu'on la a maintenant. PDP, en gros, ne fait pas, c'est-à-dire n'est pas en capacité de s'interopérer avec une autre PDP, elle fait pas forcément bien son travail, ou peut-être qu'elle a des flux bien spécifiques. Et à ce moment-là, vous aurez l'obligation de déposer en direct avec le portail les autres flux pour que le client puisse la récupérer. Mais encore une fois, il y a des groupes de travail qui sont dessus. Voilà, je voulais apporter une précision parce que souvent il y a confusion entre la création du dossier d'immatriculation et puis ce qu'il y a véritablement derrière en termes d'interopérabilité. Donc, qui dit rôle dit obligation, bien sûr, puisque pour avoir une sécurité, il y a des conditions à remplir au niveau de ces PDP. Oui, alors c'est important. Ces PDP, il leur est exigé un haut niveau de sécurité. Donc d'abord, elles doivent être qualifiées ISO 27001, non seulement elles-mêmes, mais leur chaîne de sous-traitants. C'est-à-dire qu'elles font appel dans leur traitement à des sous-traitants. Les sous-traitants doivent être ISO 27001 aussi. C'est-à-dire que c'est même pas le ISO 27001 du donneur d'ordre qui peut gérer ou bien ses fournisseurs. Il faut que toute la chaîne soit ISO 27001. Elle doit être immatriculée. Et donc, effectivement, déposer un dossier, elle sera immatriculée pour 3 ans, elle sera auditée au bout de 12 mois de son immatriculation et elle devra répliquer ses audits tous les 3 ans. Après, pour ce qui est du contrôle de la qualité des données, effectivement, on en a déjà parlé. Elle doit savoir traiter les 3 formats en réception et au moins l'un des 3 en émission. Mais quand on sait le faire, les 3 en réception, c'est dommage de ne pas faire les 3 en émission aussi. Elle a des obligations en termes de RGPD, mais ça fait partie de l'ISO 27001. Et si jamais elle n'exploite pas elle-même ces données, donc si elle fait appel à un hébergeur en nuage, comme on dit, et bien dans ce cas-là, cet hébergeur devrait être qualifié SecNumCloud à minima pendant l'audit, c'est-à-dire avant juillet 2025 au plus tard. Voilà. Et voilà. Et puis son exploitation Délivrance, du SI, c'est en France ou en Union européenne, mais qui fait aussi partie du SecNumCloud par ailleurs. c'est ça. Donc, délivrance de l'immatriculation au 1er juillet 2024, mais néanmoins, on peut l'avoir avant. Mais par contre, on aura au niveau de l'audit de conformité, 1 an pour la proposer. Donc, c'est-à-dire jusqu'au 1er juillet 2025, d'où la date indiquée par Cyril. Alors, je reviendrai sur votre question, Philippe, concernant effectivement la partie UDIFAC, puisque vous avez posé une question concernant juste au niveau des formats juste ensuite. Donc, toujours pareil, au titre de comparaison, on voit les modes de connexion possibles en fonction des services et des accords bilatéraux, en fait, ici, obligatoires. Il y a un petit mot qui a disparu ici, qui est obligatoire, puisque les PDP, mode de connexion, on vient d'expliquer. L'interopérabilité, c'est une obligation. On le voit juste en dessous, en fait, au niveau de l'interopérabilité. Les immatriculations non avenues, et puis oui. Et puis ici, au niveau des flux EDI existants, oui via PDP, non via PPF. Un PPF, c'est pour répondre à votre question, justement, les flux EDI existants ne peuvent pas transiter par le portail public de facturation, uniquement par les PDP. Hein, c'est ça, hein, Cyril. Tout à fait, ouais. Confirme là-dessus. Donc, pour répondre à votre question, Philippe. Au niveau du format de la facture, donc maintenant, on va rentrer un tout petit peu. Donc, il faut noter qu'une simple PDF, comme on l'a dit en introduction, envoyée par voie électronique, ne sera pas considérée comme une facture électronique au sens du dispositif, on l'entend. Et l'administration va donc conseiller de respecter les modalités applicables pour passer à travers des PDP ou le PPF, comme on l'a vu. Donc, adieu le facture PDF. Néanmoins, après moult discussions, il a été admis de manière temporaire jusqu'au 31 décembre 2027, je crois, la possibilité de déposer. Néanmoins, vous allez devoir composer, hein, donc c'est-à-dire rajouter les informations complémentaires au PDF dans le cadre d'un dépôt sur portail. Donc, vous allez devoir complémenter les informations. Hein, c'est un petit peu là-dessus au niveau du PDF. Alors, il faut pas rentrer dans une confusion là-dessus. C'est un service offert par le portail public de facturation qui consiste à déposer un PDF, mais le portail public de facturation offre, comme le fait Chorus Pro aujourd'hui, une extraction des données de niveau document. Et ça veut dire que le fournisseur doit valider ou compléter ces données manuellement. Donc en pratique, c'est la construction d'un FactureX à la main par un dépôt de PDF. Et la facture qui sera échangée, qui sera transmise au destinataire, sera un FactureX. Après, vous pouvez avoir des PDP qui offrent le même type de service et qui sont capables peut-être d'extraire toutes les données, de fabriquer un UBL, mais c'est assez rare. Donc c'est bien un dépôt en entrée de service finalement, mais pour fabriquer
une facture qui aura bien les mentions obligatoires sous forme structurée et donc en grande partie une facture X. Donc C'est c'est ça. pas, on ne tolère pas qu'il y ait des PDF qui s'échangent entre les entreprises, entre assujettis. On l'a vu tout à l'heure, hein. En fait, on fait que les aider à construire un facture X à la main. Donc le socle commun que doit respecter en réception et en émission à minima un de ce socle commun en termes de format sont le format FactureX et puis le BL 2.1 et C2I. Donc au niveau du FactureX, je vais laisser Cyril en parler, je crois que c'est le mieux placé pour, Je ne sais pas si on veut, le pour temps dire. tourne, facture Le temps X, c'est tourne, une facture PDF avec un C2I à l'intérieur. Donc c'est assez voilà. simple en fait. On rentrera et puis vous avez accès à notre précédente conférence sur le sujet où on est rentré bien en détail au niveau de cette facture X et vous pourrez nous poser la question. Un des éléments clés de l'interopérabilité, je crois que la clé de voûte du système va résoudre aussi dans l'annuaire qui va être pris en charge. Donc cet annuaire, c'est l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui sera en charge effectivement de sa gestion. Néanmoins, la mise à jour, comme on l'a indiqué dans le schéma en Y, il est sera réalisé par les PDP et donc par les entreprises directement si elles sont avec le PDF. Il y a 3 éléments en fait qui sont importants au niveau de cet annuaire: l'adressage, les plateformes choisies et la règle de gestion complémentaire au B2J. Oui, donc effectivement, ce sont 3 éléments. D'abord, c'est un annuaire des destinataires. Donc c'est l'annuaire dans lequel les entreprises, en tant que destinataires de factures, vont renseigner le fait qu'elles sont destinataires. Donc il ne contiendra que les assujettis, puisque la réforme ne contient que les assujettis. Donc ce seront les numéros de sirène ou les entreprises assujetties à la TVA. Et donc et dans cette liste, ce sont finalement des adresses de facturation de ces entreprises. Et une entreprise peut faire le choix de plusieurs adresses de facturation parce qu'elle a, par exemple, plusieurs PDP, plusieurs cycles d'achat. Et ça permet finalement à l'émetteur des factures, qui pourra consulter cet annuaire au travers soit du PPF, soit de son PDP, de savoir si l'adresse de facturation qu'il est en train d'écrire dans la facture, ou le numéro de sirène et sirette qui va bien, est une adresse acceptable, et donc si sa facture va pouvoir être distribuée. Ça, c'est public. La deuxième chose qui est, pour chacune de ces adresses, où est la PDP destinataire, ça, c'est privé. C'est un truc qui ne sera pas distribué, accessible aux entreprises, qui ne sera connu que des PDP elles-mêmes, parce que ça sert uniquement pour les PDP pour savoir à qui adresser la facture. Et puis, il y a un élément complémentaire qui est pour le B2J. Aujourd'hui, vous avez des formations de règles de gestion dans l'annuaire actuel, et ça, ce sera maintenu, ce qui montre bien qu'il y a une fusion entre le fonctionnement B2J et le B2B à venir, et donc le fait qu'il faut un service exécutant, un engagement et un engagement juridique restera accessible pour le secteur public, pour les destinataires secteur public. Voilà. Donc là, on pourra toujours déposer en mode manuel, parce que je vois en même temps quelques questions. Autre réponse, effectivement, si l'entreprise décide en termes de réception, ça signifie que vous allez devoir choisir pour chacun de vos flux, donc on y reviendra au niveau des conseils, chacun de vos flux, vous allez devoir choisir la plateforme la plus intermédiaire, la plus pertinente, on va dire, pour ce flux. Donc, vous pourrez choisir plusieurs PDP ou travailler directement avec le PPF pour un seul service ou pour d'autres services. Vous allez en réception faire un choix et il n'est pas forcément unique, hein. Il peut être multiple. C'est un choix multiple que pouvait avoir lieu au niveau des plateformes choisies. Donc, vous n'êtes pas obligé. Et dans ce cadre, la seule chose qui va être obligatoire, c'est que si vous choisissez le PPF, comme on l'a vu précédemment, vous avez 3 formats en réception. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on peut préciser, quand vous avez un format, qu'est-ce qu'on va récupérer? Vous allez récupérer le format que dépose l'émetteur. Est-ce que je me trompe en disant ça, Cyril? Oui, un tout petit peu, parce qu'effectivement, l'émetteur va déposer sa facture dans un format qu'il choisit. Donc, on va se poser dans le cœur de la réforme, donc un des 3 du socle, UBL, C2I ou FactureX. Et vous, en tant qu'acheteur, vous pouvez décider de vouloir, par exemple, un FactureX. Et dans ce cas-là, ce sera, alors, suivant les cas, soit la plateforme d'émission, soit la plateforme de réception, de transformer l'UBL en FactureX. Donc toutes les conversions sont possibles dans la limite de ce qu'elles peuvent faire. On peut faire de l'UBL vers du C2I, du C2I vers de l'UBL, du l'UBL ou du C2I vers le FactureX en ajoutant le lisible, ou bien, et la seule chose qui est un peu différente, c'est que si on a un FactureX avec des données qui ne sont pas complètes, effectivement, on aura un UBL incomplet avec un PDF à l'intérieur qui vous sera fourni. Donc dans tous les cas, vous pouvez demander de façon individuelle et séparée un lisible et les données qui vont avec dans les formats du socle minimal. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question sur le FactureX lui-même. Il n'y a pas les données, le lisible qui préempte ou qui est plus important que les données ou réciproquement. Normalement, les données qui sont dans le fichier structuré sont censées être les mêmes
sont censées être exactement avec le même sens sémantique dans le lisible, qui peut en contenir plus. Et c'est la responsabilité du fournisseur de le faire. Donc effectivement, si on observe des différences, eh bien, c'est que la facture a des problèmes et on peut la rejeter pour cette raison. Et on doit d'ailleurs souvent garder dans sa piste d'audit la façon dont on l'a traité. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que le deuxième, c'était... Ah oui, pour Chorus Pro, ce sera quand même important que vous sachiez qu'il va y avoir une petite migration, une petite évolution de format, puisqu'il faudra que d'ici 2024, mais c'est la DGFiP et la IFE qui vous donnera le top, il faudra changer, modifier un tout petit peu le format d'envoi, puisque le format actuel en UBL n'est pas complètement conforme à la norme, donc il faudra passer à un format qui sera conforme à la norme pour envoyer ces factures vers le secteur public aussi. Mais ça va être organisé en 2023. Donc, si vous aviez déjà fait, par exemple, la transmission avec le portail public Chorus Pro en format E1, ce que l'on appelle, c'est-à-dire des données complètement structurées, ou si vous aviez utilisé le format E2, il y aura peut-être quelques modifications à apporter. Il faudra vous retourner vers le prestataire avec qui vous travaillez éventuellement. Au niveau du cycle pour terminer sur cette partie focus, donc le cycle de vie nominal des statuts va accompagner, je dirais, la facture à proprement parler, qu'elle ne sera pas suffisante en l'état. Et on voit que ici 4 statuts sortent du lot parce que ces statuts seront transmis directement du portail Chorus Pro à l'administration fiscale. Et ces 4 statuts sont déposés, c'est-à-dire après l'émission, après l'émission par la plateforme intermédiaire, on l'a vu, PPF ou PDP, peu importe, rejeté à l'émission, refus et encaissé sont les 4 statuts qui seront récupérés et transmis à l'administration dans le cadre, effectivement, après de la déclaration de TVA ultérieurement qui en cible entrera en vigueur. Les autres statuts, il y en a un petit peu plusieurs, vous pourrez regarder. Est-ce que tu veux apporter une précision par rapport à ce cycle de vie nominal ? Non, c'est important parce que ça permet aux entreprises de suivre le flux de factures. On n'avait pas grand-chose d'autre à dire en addition. Voilà. Et on l'a vu que ça peut être changé par les PDP. Hein, l'OD, elle ne sera qu'en consultation de ces flux, hein, il me semble. Hein. Enfin, elle pourra pousser pour le compte de l'entreprise, mais encore une fois, l'OD, elle agit pour le compte de l'entreprise. C'est le système d'info de l'entreprise. Donc, si elle est habilitée à pousser des statuts que l'entreprise a fabriqués chez elle, elle pourra le faire, soit vers le PPF, soit vers les PDP. Mais elle n'a pas la capacité à les pousser vers la PDP de l'émetteur, par exemple. Elle va pousser qu'à la PDP du destinataire si elle agit pour l'entreprise destinataire. Exactement. Le point assez important aussi, beaucoup de questions à ce sujet, l'archivage donc en question. Qu'en est-il de la facture d'origine, donc l'intégrité des informations de facture. Donc la conversion de format est possible sous contrainte de garantie d'intégrité. Cyril va en préciser peut-être, va apporter quelques précisions de ce côté. On aligne la réglementation en fait avec la directive européenne. Maintenant, en termes pratiques, faire des conversions avec le même sens sémantique, c'est pas facile. Donc c'est réalisable entre les formats du socle minimal, parce qu'ils sont très proches, le C2I et l'UBL. Maintenant, passer d'un EDIFACT qui est plus gros qu'un UBL, je ne vois pas trop bien comment on pourra garantir l'intégrité. En fait, ce ne sera pas simple. Donc, je vous invite quand même à être assez vigilant sur ce point-là. Globalement, il est quand même préférable que la facture émise reste telle qu'elle est jusqu'à sa réception et qu'ensuite on la traite. C'est ça. Néanmoins, en termes de conservation, par le fournisseur, la facture émise par lui-même ou sa PDP au format requis, dans le cas, je dirais, d'un mandat de facturation, bien entendu. Et puis par l'acheteur, la facture au format reçu de sa plateforme, comme l'a indiqué FactureX au niveau donc de l'acheteur. Alors, on n'en viendra pas. On a terminé donc cette partie au niveau de l'ensemble du décryptage, on va dire, de cette réforme, donc avec ces 5 aspects en fait qui sont extrêmement importants, y compris donc sur cette partie archivage. Je vous propose maintenant de terminer rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette conférence. Les avantages pour l'entreprise, vous en reviendrez, mais c'est vrai que le renforcement de la compétitivité, la réduction de la charge administrative et la sécurisation des échanges, ça a quand même son importance parce qu'une facture se doit d'être payée. On l'a vu, l'intelligence artificielle nous l'a dit pour pouvoir briller au niveau de la Coupe du Monde 2022. On souhaite bonne chance aux Bleus, bien entendu, même malgré tout pour ceux qui suivent cette Coupe du Monde. Et puis après, je dirais qu'en termes de conseils, je pense que le premier point, c'est la performance individuelle ne va pas suffire. Donc, ne pensez pas que quelqu'un qui vous dit que tout seul il y arrivera, c'est pas forcément le cas. Et la facture nécessite de la jouer collectif. Et ça, c'est simplement un terme qui est souvent utilisé par Cyril. J'entends souvent Cyril parler de ne pas la jouer individuelle, mais la jouer collective. Tout à fait.
sur cette. C'est le rugby. C'est le rugby, ouais, ça c'est le côté rugby et je parlerai du côté handball tout à l'heure. Ne pas être attentif, 2024, c'est vraiment pas être attentif, c'est-à-dire que n'attendez pas d'une PDP, d'une OD ou de n'importe quel acteur en fait c'est vous qui êtes toujours responsable de vos factures. Donc chaque entreprise est responsable de ses factures. Hein, ça c'est très important. Donc 2024, c'est maintenant et il va falloir commencer sa mise en conformité. On va y revenir sur les différents aspects de comment anticiper cette réforme. Donc vraiment ne pas être spectateur. Hein, avoir des informations, s'entourer de gens qui sont en capacité. Chacun va effectivement pas forcément avoir un discours objectif sur cette réforme. Même nous, on essaye d'être le plus objectif possible, mais forcément, on est quelque part un petit peu moins objectif. Donc, il faut vraiment définir une équipe projet au sein de votre organisation et ne pas se précipiter dans vos choix techniques. Ça va être très, très important. Ça, c'est les conseils que je pourrais vous dire. Alors, d'anticipation de la réforme, Cyril en a parlé tout au début, c'est-à-dire que n'attendez pas forcément votre date, puisque c'est la date à échéance qui va vous concerner. Donc, vous pouvez, dès à présent, il va falloir commencer par réaliser un état des lieux, c'est-à-dire faire le point sur vos pratiques actuelles en matière de facturation, identifier les différents flux de facturation en réception, en émission. C'est souvent difficile parce que c'est souvent pas les mêmes services. Alors, dans les petites PME ou les ETI, des fois, ça peut être le même service qui fait l'émission et la réception. Mais quand on commence à avoir du volume, souvent, il y a une séparation et les gens ne discutent pas forcément entre eux. Donc, faire un état des lieux d'existence et également savoir si on a un seul ERP, si on en a plusieurs. Ce matin, par exemple, Orange, je crois, ils n'en avaient qu'un seul pour l'ensemble du groupe, alors que la SNCF, ils ont expliqué qu'ils en avaient 8. Donc, vous voyez, ça peut différer. Et donc, réaliser ces phases de cadrage, identifier les objectifs à atteindre. Où est-ce que vous souhaitez aller? Et je rappelle que la réforme de 2024 n'est qu'un cas particulier de vos factures électroniques, puisque vous pouvez continuer dans vos échanges à travailler sur d'autres pays. Vous avez peut-être des filiales internationales. Donc, la facture de la réforme en France n'est qu'un cas particulier de l'ensemble. Donc, c'est le moment, quand vous anticipez la réforme, de mettre un état des lieux sur l'ensemble de vos flux de facturation et pas uniquement ceux qui sont considérés, qui rentrent dans le cadre de cette réforme. Et puis, en particulier sur la partie automatisation, on voit qu'il y a beaucoup de choses. L'intelligence artificielle peut également vous aider à normaliser ces flux. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait cet état des lieux, mettre en œuvre sa mise en conformité. D'accord. Définir les axes pour cette mise en conformité. Et une fois seulement que vous avez réalisé ces différentes étapes, on peut commencer à choisir cette plateforme de dématérialisation. Néanmoins, pour autant, vous avez une contrainte, c'est le 1er juillet 2024. Donc, vous voyez, c'est pour ça quand on dit commencer maintenant, c'est vraiment pas utopique, c'est vraiment une réalité. Et c'est-à-dire, on attendra peut-être les fêtes et juste après les fêtes, on va s'y mettre parce que c'est extrêmement important de s'orienter. Donc, choisir les plateformes de dématérialisation à chacun adapté et ensuite prévoir les évolutions nécessaires de votre système d'information, bien entendu, qui jouera un rôle clé. Donc, qui, quand, maintenant, c'est un petit peu les 3 éléments clés de cette réforme. En tant que Simtrax, là, je vais pour finir parler de Simtrax, quels vont être nos engagements. On va être concentrateur de valeur ajoutée, c'est-à-dire que pour l'instant, on se positionne comme ODE plutôt que comme PDP ou PPF. Enfin, pas PPF, mais c'est-à-dire qu'on va être en capacité de travailler avec le PPF. Donc, c'est-à-dire que on va en parallèle éventuellement donc lancer une candidature, mais comme on sait qu'on ne sera pas prêt dans les temps au niveau de cette candidature, même si on aurait très bien pu faire ISO 27001 et juste préciser ça et attendre l'audit de conformité, c'est pas ce que l'on souhaite faire. Donc, on sait de quoi on en est capable aujourd'hui. Donc là, l'idée, c'est est-ce que vous souhaitez travailler avec plusieurs PDP? À ce moment-là, normalisez vos flux en amont. Par exemple, on travaille avec beaucoup d'entreprises qui souhaitent normaliser leurs flux en sortie de SAP parce qu'il ne faut pas oublier, perdre de vue que vos ERP aussi vont rentrer dans cette réforme. Ils vont la préparer également, mais il va y avoir une partie un petit peu intermédiaire. Et dans cette partie intermédiaire, c'est ici qu'on va se situer. Donc, notre expertise de Chorus Pro nous aide à proposer une solution qui va directement avoir, puisqu'on aura une interface directe avec Chorus Pro et le prochain portail PPF. Et puis, nous sommes aussi point d'accès PayPal. Cyril en a parlé tout à l'heure au niveau de l'interopérabilité, puisque PayPal, vous allez avoir une diapositive à ce sujet quand vous allez télécharger. On est membre depuis 2019, on l'a oublié ici, mais c'est du Forum national de la facture électronique et on participe bien entendu à l'ensemble des groupes de travail à travers une solution qui s'appelle Compléo Hybride. On y reviendra, ce n'était pas forcément l'objectif de cette discussion.
On a terminé là-dessus. Je tenais à dire que vous pourrez télécharger le glossaire qui vous sera envoyé directement sur le facture électronique. Et puis surtout, venez à Paris. Le Palais Brognard vous attend, qui se parera pour l'occasion de lumière et de paillettes pour accueillir le show événement de l'année 2023, c'est-à-dire le Forum national, la journée de la facture électronique a déjà eu lieu l'année dernière. C'était un succès. J'y étais, ça a été vraiment un succès. On a eu beaucoup d'échanges avec les entreprises, avec les partenaires. Parce qu'on n'est pas uniquement des compétiteurs, il y a aussi, il faut travailler en équipe, comme l'a dit. Alors, je suis sûr qu'on imposera son sens de la fête au sein de cette facture de l'électronique, contrairement à la Fashion Week qui a eu lieu en septembre de cette année. Ce sera un petit peu plus sympathique sur cette facture électronique. Bon, on en rigole, mais on s'y retrouvera au niveau de ce prestigieux. Est-ce que tu veux en dire Non, mais petit peu effectivement, plus? les ouvertures d'inscription pour ceux qui vont venir vont s'ouvrir la semaine prochaine. Donc, restez en ligne sur LinkedIn pour voir le lien. Mais si vous venez sur le site la semaine prochaine, vous pourrez vous inscrire déjà, vous préinscrire pour y assister en tant Voilà. qu'utilisateur. Donc, je suis désolé parce qu'on va devoir effectivement vous quitter et vous souhaiter de très très belles fêtes. Toutes les questions obtiendront une réponse que vous avez posée. Par exemple, le dépôt PDF 2000 sur Chorus Pro aujourd'hui, demain, est-ce que c'est la PDP, etc. On va y répondre. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, portez-vous bien. Faites attention, hein, la Covid est toujours un petit peu parmi nous malheureusement. Pour ma part, je partirai bientôt à Saint-Jean-de-Luz, très belle région que cette région Sud-Aquitaine. Donc, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Cyril, un grand merci d'avoir participé à cette conférence. C'est toujours un plaisir d'avoir en fait des gens pertinents. J'espère que vous avez pu avancer un tout petit peu par rapport à cette facture. On refera des conférences l'année prochaine. Nous avions une mission. Nous espérons avoir réussi avec cette conférence de l'année. C'était notre cadeau pour ces fêtes et vous souhaitons une excellente fin de journée. Bonne journée Merci à tous. à tous. Au revoir. Au revoir.